Bonjour à tous. Hélène Vadebo, du Club des experts et indépendants HEC. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence que l'on organise avec mes partenaires dans le cadre d'un travail initié au début de la crise du Covid. Aujourd'hui, c'est la troisième conférence, c'est le troisième volet d'un travail qu'on a commencé il y a presque 2 mois avec la volonté d'accompagner les dirigeants dans cette crise. Donc, le premier volet, c'était un nouveau rôle qu'on a identifié qui concerne le CCO, le Chief COVID Officer. Le deuxième volet concernait le plan santé, c'est-à-dire le retour à l'activité, puisqu'on essaye de coller justement à l'actualité. Et aujourd'hui, on vous propose un focus sur le risque sanitaire et personnel, puisque l'activité reprend et le dirigeant doit vraiment faire face à ce nouveau risque qu'il ne connaît pas, qu'il découvre d'une certaine façon. Et je vous propose aujourd'hui de partager ça avec nos invités qui sont Alain Tassi, qui est Chief COVID Officer et CEO de Virtual Care. Alain, est-ce que tu… je vais proposer à chacun de se présenter, en fait, ce sera un petit peu mieux. Alain, tu es là? Oui, bonjour, Alain Tassi. Effectivement, je suis CEO de Virtual Care, une société que j'ai fondée, une start-up, et aussi manager de transition. J'ai été manager de transition de l'année en innovation pour une société qui s'appelle Valtus. Et puis, effectivement, je fais partie de la bande des 4 qui a initié ce travail dans le cadre des alumni d'HEC. Merci. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous Jean-Louis Calano pour la troisième fois, puisqu'il nous a accompagnés aussi tout au long de ce travail. Donc, Jean-Louis, est-ce que tu peux aussi te présenter, s'il te plaît? Jean-Louis n'est plus là. Oui, merci. Je suis, j'aime accompagner les entreprises dans la réussite de leurs projets et de leur transformation par du conseil de direction, mais également par de la formation. Et j'anime également une association qui s'appelle XMP Consult, qui est une association de consultants. Merci Jean-Louis. Et aujourd'hui, vraiment, pour tout l'éclairage juridique, on a beaucoup de chance parce qu'on accueille 2 avocats qui vont se présenter les uns les autres, l'un spécialiste en droit social, l'autre en droit pénal. Et comme c'est le gros sujet de la matinée, je les laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous, David Père. Donc, moi, je suis avocat en droit pénal des affaires. Ça veut dire que mon métier, c'est de défendre les dirigeants d'entreprise et les entreprises lors de mise en cause de la responsabilité pénale. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Et comme on a une grosse expérience judiciaire, eh bien, on en profite pour également intervenir en qualité de conseil pour éviter qu'on aille jusqu'au pénal. Voilà. Merci David. Oui, alors bonjour aussi à toutes et à tous. François Lambray, j'interviens comme avocat depuis une vingtaine d'années dans le domaine du droit social, autant sur une activité de conseil que de contentieux, donc devant les tribunaux et toujours pour les entreprises, et souvent sur des sujets qui recouvrent le droit social et le droit pénal, c'est-à-dire des problématiques d'accident du travail dans lesquelles la responsabilité pénale du dirigeant est engagée. Et donc pour ça, on intervient souvent en tandem avec David, parce que devant les juridictions, il y a autant une problématique purement pénale qu'une problématique sociale. Voilà, on a l'habitude d'intervenir ensemble devant les tribunaux et aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup François. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Au départ de tout, en fait, il y avait cette transformation digitale qui a été conduite par un virus. C'est l'une des premières fois qu'on vit ça d'une certaine façon. Ça induit justement un bouleversement
total en fait des activités avec un arrêt presque total aussi et en tout cas forcé de l'activité industrielle. Ça bouleverse un petit peu tout puisque c'était pas dans les forecasts. Et puis surtout, ça change énormément de choses. Ça change le corps social, ça change le cadre légal. Et puis ça pose. Il y a un problème d'audition là. Je sais pas, il y a un bruit de fond important derrière ou de bruit de clavier. Donc ceux qui ne parlent pas, je conseillerais qu'ils ferment leur micro parce que il y a vraiment un gros bruit de fond. Ok. Donc, je disais que le fait que cette transformation digitale soit conduite par un virus, ça provoque un arrêt forcé et brutal des activités d'une certaine façon. Ça bouleverse aussi le corps social, qui est différent avec un cadre légal justement qui évolue pour s'adapter. Et ça pose réellement un problème au niveau de la confiance, de la confiance au niveau des actionnaires, des fournisseurs, des clients. Etc., etc. Donc, XMP a fait justement une… mince, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon. Voilà. XMP a initié une enquête qu'ils ont réalisée début mai. Et cette enquête a permis de mettre en avant certains points, attendez, j'arrive, ah oui, pardon, c'est ça, a permis de sortir en fait certains points assez saillants concernant les inquiétudes notamment des chefs d'entreprise. Donc, Jean-Louis, tu peux peut-être un petit peu nous dire ce que cette enquête voilà, a pu renseigner, comment vous l'avez faite auprès notamment des TPE et des grosses entreprises françaises. Très bien. Oui, nous avons fait, des consultants de XMP Consult ont fait une enquête par voie de questionnaire, par mail, auprès d'une centaine d'entreprises, allant de la start-up jusqu'à des grandes entreprises. En fait, il y avait plus de 10% de grandes entreprises. Ça veut dire que dans le panel, il y avait des entreprises en matière de personnel qui allaient de quelques personnes à plus de 5000, et en matière de chiffre d'affaires de 1 million d'euros jusqu'à plus de 1,5 milliard d'euros. Et le tout sur une vingtaine de secteurs. Ça, c'est pour l'enquête. Alors, cette enquête a posé des questions à la fois sur le confinement et sur la préparation du déconfinement. Parce qu'à l'époque, on n'était pas encore dans le déconfinement. Et elle a révélé des choses qu'on pouvait imaginer, mais elle a révélé également des choses qu'on n'imaginait pas. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer? C'est qu'il y avait des entreprises qui avaient des problèmes de chiffre d'affaires, que d'autres, au contraire, n'avaient pas d'effet sur leur chiffre d'affaires, et enfin que d'autres avaient même vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, c'était des choses qu'on peut imaginer dans une telle situation. Et alors, ce qui est ressorti dans cette période de confinement, en matière de facteurs clés de succès du management du confinement, donc du management de la crise de confinement, c'était l'importance des ressources humaines. Et ça, c'est effectivement apparu en premier. Hein, c'est un caractère très très concret de ce qu'on appelle couramment les soft skills, qui font que dans une telle situation, eh bien, plus il y a de confiance, plus mieux l'entreprise réagit. Alors, à quoi est due cette confiance? Elle est liée à des valeurs qui sont assez qui sont réellement ancrées dans l'entreprise, et également à un style de management qui développe l'autonomie, hein, notamment pour beaucoup d'entreprises questionnées qui ont répondu, le télétravail a été un facteur clé de succès important. Il est bien entendu que plus le style de management était confiant, c'est-à-dire plus il donnait de l'autonomie, même avant la crise, au personnel, mais plus le télétravail était facile. Dans les entreprises où, au contraire,
On n'est plus dans la suspicion, dans le contrôle, dans la supervision directe. Le management à distance est beaucoup plus compliqué. Voilà sur ce qui s'est passé dans le confinement. Donc, c'est une fois de plus cette importance des soft skills et donc axée sur la confiance. Après, en matière de déconfinement, on a retenu des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Des entreprises sont inquiètes par rapport à leur marché, par rapport à la taille de leur marché, par rapport à la solvabilité. Elles sont également inquiètes par rapport à l'incertitude liée à la pandémie. Et elles mettent leur priorité sur les clients, mais également sur la protection du personnel. Donc voilà ce qui est ressorti clairement de cette étude. Merci. Donc, s'il fallait retenir qu'une seule chose, Jean-Louis, on retient quoi? On retient la confiance, on retient l'autonomie, on retient quoi? Ce qu'on retiendrait, c'est que la résilience qui s'exprime en situation de crise, oui, elle vient de la confiance. Plus on a confiance en fait dans l'environnement, dans le personnel et dans le management, parce que ça va dans les deux sens, plus en situation d'incertitude, on est amené à prendre des risques. Oui, parce qu'apparemment, il reste des grosses incertitudes pour les dirigeants. C'est sorti de façon assez saillante en fait dans l'enquête. Et ça c'était assez étonnant. Enfin, le point de départ a été la sidération, vous nous aviez dit. Et ça oui, c'est étonnant pour des dirigeants parce que des crises, il y en a et qu'ils soient sidérés. Et ensuite, voilà, qu'on tombe sur autant d'incertitudes partagées en fait. Oui, la sidération est une attitude par rapport au risque qui consiste à ne rien faire finalement. Oui, il y a eu un certain nombre d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont exprimé une sidération en répondant au questionnaire ou en ne répondant pas au questionnaire. Parce qu'on a un certain nombre de gens qui nous ont dit on ne répond pas parce que on ne sait pas quoi faire ou parce qu'on est pris également par tout un tas d'autres préoccupations. C'est ce qu'on a qualifié, oui, de sidération. Après, en matière d'incertitude, il y a l'incertitude liée à la pandémie, ça c'est une incertitude factuelle, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes et de méfiance liées aux politiques. Et en fait, du coup, l'ancrage s'est retrouvé dans une confiance en interne. Très bien. Merci Jean-Louis. Donc, je pense que cette étude de fait était très, très intéressante. Donc, du coup, à l'issue de cette étude permettait de mettre en parallèle donc, le rôle du Chief Covid Officer, justement, qu'on a révélé il y a 2 mois maintenant avec le début de la pandémie. Et Alain, tu peux peut-être un petit peu nous dire quelle est sa particularité à ce Chief Covid Officer, puisque l'AFNOR nous dit que d'une certaine façon, il est le facteur clé de succès des entreprises pour la reprise. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment il fonctionne, quels sont ses piliers, etc. etc. Tout à fait. Donc, tu fais référence à une spécification de l'AFNOR. Tout à fait. Un article qui est sorti il y a quelque temps, oui. C'est une spécification, c'est-à-dire que c'était le gouvernement, comme disait Jean-Louis, il est intervenu très fortement et il a donné des règles du jeu pour le déconfinement. Et l'AFNOR, avec le MEDEF et la Fondation MMA, en a déduit un document, une spec qui dit quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour se déconfiner. Et effectivement, dans ce document, il est recommandé que le chef d'entreprise se fasse accompagner par ils ont un terme un peu spécial, par un coach de terrain. Voilà. Et qui mettent en place une cellule de crise, pas de crise, mais une cellule, on dit référent Covid, pour restructurer, pour passer cette crise et pour redonner justement le point qui était très important, c'est la confiance. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ça.
Et donc, nous, on avait déjà réfléchi à quel était l'accompagnement dont le patron de avait besoin. Hein, et on avait effectivement déjà mis en œuvre il avait besoin d'un bras droit pour la gouvernance, parce qu'un des points importants, c'est une fois la sidération passée, une fois que le chef d'entreprise a stabilisé la structure, et bien derrière, il faut qu'il garde sa posture de chef d'entreprise. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il s'appuie sur des gens qu'il n'a pas forcément en interne, et en particulier sur le risque sanitaire, qui est le 5e risque qui vient d'apparaître. Hein, le chef d'entreprise, il a l'habitude de travailler son chiffre d'affaires, ça a été dit par Jean-Louis. Là, pour ça, il a un directeur commercial. Il a l'habitude de travailler les ressources humaines. Il a un DRH. Il a l'habitude de prendre des risques technologiques. Et pour ça, il a une direction technique. Et après, il a un risque financier. Le risque financier, c'est le quotidien du chef d'entreprise. Et d'ailleurs, dans l'étude de Jean-Louis, on voit que le financier est arrivé derrière les préoccupations de ressources humaines. Et ça, c'était tout à fait intéressant. Et donc, aujourd'hui, le chef d'entreprise est confronté à un 5e risque, qui est le risque sanitaire. Et pour ça, il n'a personne dans ses équipes pour l'aider au niveau opérationnel de l'entreprise. Il a le médecin du travail, en général, voilà. Ou le médecin du travail externe, malgré tout. Alors, on reviendra sur la médecine du travail, parce que c'est aussi un point important. Mais donc, le Chief COVID Officer, c'est le bras droit de la gouvernance de l'entreprise. Hein. Donc, il est censé piloter cette cellule que l'AFNOR nous a recommandée. Et en plus, il est là pour naviguer sur des sables mouvants, parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de compétences aujourd'hui dans sa société. Et même à l'extérieur, c'est une compétence qui se rapproche plus d'un management de transition que de l'expertise technique. Oui, donc, parce qu'en fait, cette crise, à la différence des autres, elle n'a pas de précédent, puisqu'elle est d'une certaine façon dirigée par un virus. Donc, c'est lui qui commande. Du coup, on navigue un petit peu à vue. C'est ça que tu veux nous dire? Tout à fait. Et donc, il faut avoir l'habitude de naviguer à vue. Et en particulier, la crise nous a mis en évidence et a fait évoluer l'entreprise sur 3 éléments. Le premier, c'est la transition digitale. Hein. On a évoqué ça dans notre première conférence. Toutes les sociétés aujourd'hui ont fait on va dire une semaine, la première semaine, ce que nous, on avait du mal à faire en 6 mois. Et là, la transition digitale, maintenant, tout le monde est convaincu que ça y est, elle est dans toutes les entreprises. Le deuxième point où on n'avait pas non plus tellement d'expérience, c'est la communication sur une problématique sanitaire. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Et il faut donc que le patron d'entreprise s'appuie sur quelqu'un qui est capable de comprendre donc les 3 composantes, la transfo digitale, la communication de crise et le plan santé, puisque toutes les entreprises ont été obligées de mettre un plan santé. Donc ça, c'est les 3 piliers du Chief COVID Officer et de son apport dans l'entreprise. Merci Alain, merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit peu justement face à ce risque sanitaire, ce risque des personnels, puisque c'est le gros de l'histoire et c'est ce qui se passe actuellement. On est vraiment en plein dedans. De regarder avec David, avec François, quelques exemples un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, que certains ont pu voir, découvrir dans l'actualité. Et si vous pouvez nous donner quelques exemples justement, François ou David, de ce qui a pu justement se passer d'intéressant ces derniers temps. Pardon. Voilà. Oui, il y a eu, on peut distinguer 3 décisions qui ont été marquantes sur ces questions et dont la presse s'est fait l'écho. On a eu d'abord la décision concernant la Poste, qui a rendu au début du mois d'avril, le 9 avril. On a eu la décision ensuite Amazon, qui a été assez relayée. Et puis enfin, la dernière, la décision concernant Renault
et leur site de Sambouville. Sur la première décision, on en a peut-être moins parlé parce que en fait, la Poste s'est vue confirmer les mesures sanitaires qu'ils avaient mis en place. Alors, c'est du coup assez intéressant parce que souvent, les sociétés sont condamnées. Et là, on a un exemple, enfin, d'une société qui est d'une grande taille et pour lequel le juge considère que les mesures qui ont été prises sont adéquates. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi le juge a considéré que la Poste avait, entre guillemets, bien agi. Et le point, je pense que le mot-clé, c'est anticipation. Parce que le juge dit, bon, vous avez pris des mesures qui sont concrètes, qui sont variées, qui sont substantielles, vous avez réagi. Mais il dit, surtout, vous avez anticipé. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde ce qu'a fait la Poste, c'est que dès le mois de janvier 2020, ils ont mis en place une cellule de crise qui se réunissait quotidiennement et qui était composée du DRH, d'un responsable sécurité et d'un médecin coordinateur. Et excuse-moi, ils ont mis ça en place dès janvier, tu dis? Ouais, dès janvier. Donc, ça veut dire que c'était avant le démarrage de la crise, avant même qu'on commence à en parler, puisque les premiers cas, on a commencé à en parler début février. Oui, exactement. C'est pour ça que le juge leur a dit, vous n'avez pas seulement réagi, vous avez anticipé. C'est-à-dire qu'avant qu'ils avaient compris qu'il y avait un risque sanitaire qui pouvait se poser, et dès le mois de janvier, ils ont mis en place cette cellule de crise. Donc, ils ont été précurseurs sur le coup, en fait. Ouais, donc en fait, je pense que c'est le point saillant de la décision et qui explique, in fine, parce qu'ils ont pris plein de mesures qui ont été validées par le juge, mais qui explique que finalement, ils ont vu leur plan, leurs mesures sanitaires validées. Et ce qui est intéressant, c'est que la seconde décision, enfin, la deuxième décision, Amazon, j'allais dire, c'est presque un peu tout le contraire. C'est-à-dire que Amazon a été condamné par la Cour d'appel de Versailles, c'était une décision du 24 avril dernier. Et en fait, à chaque fois quand on lit la décision, on s'aperçoit que le juge reproche à Amazon de n'avoir fait que réagir. C'est-à-dire qu'ils ont eu des salariés qui ont invoqué un droit de retrait, alors ils ont réagi. Ils ont eu le médecin du travail qui leur a écrit et ils ont essayé de réagir. L'inspection du travail a fait une mise en demeure, alors ils ont réagi, mais on voit bien que, entre guillemets, leur plan est pointé du doigt par la juridiction, par les juges et est condamné parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation et il n'y a pas eu d'anticipation suffisante avec les représentants du personnel, donc avec le comité social et économique. Et c'est ce qui explique que le juge, in fine, leur a demandé de limiter leur activité uniquement aux envois de première nécessité comme les médicaments, les produits d'hygiène, etc. La dernière décision intéressante, c'est celle de Renault, dont on a beaucoup parlé, et qui est intervenue, alors elle, plus tardivement, non pas sur comment faire en période de confinement, mais comment relancer dans une période de déconfinement. Bon. Alors, vous avez entendu, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette décision et on a dit, mais est-ce que finalement, ils n'ont pas été victimes d'un vice de forme? Et c'est vrai qu'ils ont été victimes d'un problème ou d'une difficulté dans la consultation de leurs représentants du personnel, puisqu'on leur a reproché d'avoir consulté d'abord le comité social et économique de Sambouville avant la commission santé, sécurité, conditions de travail, alors qu'ils ont un accord qui normalement oblige à faire l'inverse. Il y en a un qui a été consulté le 23 avril et l'autre le 24, et pour cette seule raison-là, le juge du Havre, le juge judiciaire, a considéré que la procédure était nulle juridiquement, c'est-à-dire qu'elle n'était pas valide, et qu'il fallait recommencer l'ensemble de la procédure depuis le début. Et donc, pendant cette période-là, le site de Sambouville est fermé. Bon. Et quelque part, le juge, lorsqu'il a relevé ce défaut de procédure, il s'est un peu engouffré dans la brèche et il a dit, mais attendez, je vais aussi revoir l'ensemble des mesures sanitaires que vous avez prises. Et il a relevé certaines insuffisances, considérant que certaines mesures étaient trop théoriques, pas assez pratiques, etc., etc., etc. Mais le point de départ,
c'est qu'il a relevé un défaut dans la procédure de consultation. Et on peut relever deux choses. La première, c'est que manifestement, le juge a été peu indulgent, sévère dans son appréciation. Il n'a pas pourtant pris en compte, j'allais dire, la crise sanitaire. Et la deuxième chose, c'est que en fait, le syndicat qui avait agi, c'est le syndicat CGT. C'était le seul qui a agi, c'est-à-dire que l'ensemble des représentants du personnel étaient satisfaits avec les mesures sanitaires. L'ensemble des autres syndicats étaient satisfaits. Il y a eu un syndicat qui ne l'était pas et qui a lancé cette procédure et qui a conduit à la condamnation de Renault et à la fermeture du site, ce qui quand même laisse est assez questionnant sur le fait qu'ensuite on ferme un site de 1900 personnes. Et surtout que, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer au travers de ces cas, c'est que, à part la Poste, qui était précurseur sans même savoir qu'on allait avoir cette crise du Covid, d'une certaine façon, les autres, qu'ils aient bien ou mal fait, d'une certaine façon, ils ont fauté par rapport à leur réaction. C'est ça qui est un peu reproché, tu nous dis. C'est un peu ça, c'est qu'on a l'impression qu'à partir du moment, de toute façon, où on va devant le juge, l'affaire est un peu perdue parce que, quelque part, le climat social, l'absence de concertation a fait qu'on a débouché sur le terrain judiciaire. Et que finalement, plus on anticipe avec les représentants du personnel, avec, si on a des syndicats, avec les syndicats, avec ses interlocuteurs habituels, avec la médecine du travail, on va pouvoir déconfiner, reprendre l'activité. En revanche, si on part sur le terrain judiciaire, on a quand même de fortes chances d'échouer. En fait. D'accord, mais enfin, par exemple pour Renault, donc on est au-delà de toute façon du vice de forme. Ou pas. Sur Renault… c'est un peu un excès de zèle, à ton sens. Sur Renault, je pense qu'ils ont payé sur ce site-là un climat social qui devait être extrêmement tendu. Et on s'aperçoit finalement, mais un peu sur ce que rejoint Jean-Louis, c'est que il en va également sur la question des relations sociales, c'est-à-dire que si la confiance est déjà effritée avant, on s'aperçoit qu'il y a de fortes chances pour qu'on conteste ensuite la politique sanitaire et qu'on ait un risque contentieux. Donc, au préalable, j'allais dire, le climat social est indispensable. Et si le climat social est déjà un petit peu affecté, eh bien, ce genre de crise ne peut conduire qu'à des risques contentieux et à des procédures. Mince, ça marche. Merci beaucoup, David. Donc, attendez. J'ai un petit problème à mon écran là, mais c'est pas grave. Donc on va continuer avec le dirigeant. Merci David pour ces éclairages. François, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer davantage sur tout ce qui est responsabilité pénale, parce que on voit qu'il y a eu ces actions qui malgré tout ont été menées très très vite. D'ailleurs, excuse-moi de revenir sur toi David, mais tu peux peut-être un petit peu nous dire comment ces actions ont pu être menées aussi vite, ces jugements sortir aussi vite, quand souvent on se dit la justice, ça prend 3 ans, on est tranquille, le temps qu'ils réagissent ou que le dossier soit jugé, on sera déjà ailleurs autrement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que tout à coup, les décisions sont sorties en 2 secondes en fait? Oui, alors en fait, les 3 décisions que j'ai citées ont été rendues par non pas les juridictions pénales, mais les juridictions civiles qui ont agi dans le cadre de procédures dites d'urgence, on appelle les procédures de référé, et elles ont la possibilité de le faire, alors même que, j'allais dire, les procédures classiques étaient en confinement. Donc, c'est des procédures qui sont exceptionnelles, que l'on peut voir notamment dans d'autres situations, par exemple lorsqu'on a des blocages de sites. On a à ce moment-là la juridiction civile qui peut intervenir sur ces procédures d'urgence dites de référé, qui sont bien sûr des procédures autres que les procédures habituelles qu'on voit pour les juridictions pénales, qui elles prennent plus de temps et là où on est sur un temps long.
Ok. Merci David. Merci beaucoup. Alors, quand on regarde justement au niveau de la responsabilité pénale, puisque aujourd'hui il en est quand même beaucoup question avec ce risque sanitaire sur les personnels, puisqu'il y a les risques de contamination, les risques, il y a tout un tas de risques. Est-ce que François, tu peux un petit peu nous éclairer par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où ça peut aller? Comment ça peut se passer en fait? Parce que certains dirigeants ont extrêmement peur de ce risque-là. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du risque pénal dans le cadre de la crise sanitaire. On a entendu parler dans la presse d'affaires où les salariés d'un équipementier automobile ont déposé une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'exemple qui apparaît ici. On a aussi entendu parler de procédures qui ont été lancées pour homicide involontaire, notamment dans les EHPAD. Alors, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que ça ajoute pour le dirigeant qui est en train de gérer la crise sanitaire, ça ajoute une crainte supplémentaire qui est: est-ce que je vais me retrouver, en plus de faire face à tous ces nouveaux challenges, est-ce que je vais me retrouver devant un service de police ou devant une juridiction pénale? Bon, alors, moi je dis aujourd'hui qu'il faut un petit peu raison garder là-dessus, qu'on parle beaucoup du pénal parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui, mais que ce n'est pas demain que les dirigeants et les gens qui sont aujourd'hui dans ce webinaire se retrouveront soit devant le tribunal correctionnel, soit devant un service de police. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut être clair, aujourd'hui, on n'a aucun exemple, de plainte pour mise en danger de la vie d'autrui qui aurait prospéré dans le cadre de rapports entreprise-employeur-salarié. Pourquoi? Pour moi, ça, c'est pas étonnant, parce que tout simplement, les conditions, on va dire, d'enclenchement de la responsabilité des dirigeants sur ce fondement-là ne sont pas réunies normalement. Enfin, en tout cas, ne sont pas réunies en l'espèce. Je vous passe les détails techniques, évidemment, mais en gros, il faut qu'il y ait des règles extrêmement précises qui soient posées par la loi pour que le dirigeant qui les viole puisse être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas suffisamment, plutôt que les règles ne sont pas suffisamment précises et ne sont pas d'origine légale. Donc, la plainte pour mise en danger d'autrui, à mon avis, ne peut pas prospérer. Alors, évidemment, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on dépose plainte pour mise en danger d'autrui si un avocat, on va dire, un petit peu normalement constitué, pense qu'on ne peut pas prospérer? À mon avis, on dépose plainte pour ce faire parce qu'on veut faire un moyen de pression contre l'employeur pour pouvoir négocier avec lui. Et je pense que les salariés de ce groupe automobile, notamment, ont utilisé la plainte pénale et puis, évidemment, ont communiqué cette plainte aux médias pour faire un bras de fer avec l'employeur et venir demander des masques, du gel et puis un aménagement des circonstances du travail. Bon, ensuite, il y a l'autre possibilité qui est ce qu'on peut appeler les blessures involontaires. C'est-à-dire que, imaginons qu'un salarié vient travailler et puis se trouve contaminé sur le lieu de travail. Est-ce qu'il peut reprocher à l'employeur, ou est-ce qu'il peut reprocher au salarié aussi qu'il aurait contaminé un délit pénal? Alors là aussi, je sais que certains de mes confrères ont écrit en disant que c'était possible, mais il y a quand même un problème fondamental, c'est le lien de causalité. Comment est-ce qu'on peut établir de façon certaine, parce qu'on est au pénal, de façon certaine que tel salarié a été contaminé non pas dans la rue, non pas chez lui, non pas dans le métro, mais au sein de l'entreprise? Même si son voisin de bureau a la Covid-19, je ne pense pas que ça soit possible d'arriver à ce niveau-là de la démonstration. Donc, sur le risque pénal, mise en danger d'autrui ou homicide involontaire, à mon avis, il faut raison garder. Évidemment qu'il faut quand même faire attention, et c'est pour ça qu'on a parlé de la délégation de pouvoir et de l'anticipation, qui sont vraiment fondamentales, mais je pense que ce sont beaucoup d'effets d'annonce, des effets médiatiques qui sont utilisés pour faire pression sur les employeurs, et ce ne sont pas des risques
on va dire, extrêmement élevés. Et cela étant, évidemment qu'il faut profiter de cette crise pour vérifier où en est la délégation de pouvoir au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que François pourra en dire quelques mots. Oui, bon, sur les délégations de pouvoir, c'est effectivement un mécanisme très important. Pourquoi? Parce que ça exonère le dirigeant de sa responsabilité pénale pour le transférer vers la personne qui doit gérer sur le terrain la sécurité de façon opérationnelle. Bon. Ceci dit, il faut bien faire attention parce que, bien sûr, les juridictions apprécient la délégation de pouvoir pour savoir si elle est valable. Parce qu'il ne faut pas que ça soit, faut pas faire une délégation de pouvoir à un homme de paille pour éviter simplement une responsabilité pénale. Donc, il y a trois conditions. On dit il faut une autorité, il faut une compétence et il faut des moyens. Il faut une autorité, c'est-à-dire que la personne qui reçoit la délégation de pouvoir ait suffisamment d'autorité pour diriger et donner des ordres. Il faut qu'elle ait une compétence technique, juridique, opérationnelle, qu'elle soit quelqu'un qui sache de quoi il parle et qui puisse donc prendre des mesures. Et puis des moyens, c'est des moyens financiers, des moyens techniques pour mettre en œuvre les politiques de santé, de sécurité, et qui ne soit pas seulement, entre guillemets, une voie de transmission ou un pion posé là par le dirigeant pour s'exonérer de sa responsabilité. Si ces trois conditions sont réunies, la délégation peut jouer son effet, et c'est un point qui est quand même très important. Si ces conditions ne sont pas réunies, on en revient à la case départ, c'est-à-dire que c'est le dirigeant qui sera le responsable pénal, avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc, la vérification en ce moment des délégations de pouvoir est vraiment un point important. C'est vraiment notre recommandation, même si il y a peut-être d'autres précautions en matière pénale que l'on peut prendre. Et sur ce point, je laisserai à nouveau la parole à David. Alors, pour terminer rapidement, parce que là, on vous brosse très rapidement un tableau des risques. Alors, évidemment qu'il faut quand même anticiper, parce que même si ces actions-là seront probablement vouées à l'échec, on ne peut pas dire qu'elles ne seront pas menées par X ou Y salariés. Donc, que faut-il faire concrètement? D'abord, il faut prendre en compte que le temps judiciaire pénal, c'est un temps très long. Pour vous donner un exemple, là, on est en train d'intervenir avec François sur un accident du travail qui est survenu en avril 2018, dans lequel un salarié a été blessé. Bon, ce n'est que maintenant, c'est-à-dire 2 ans et quelques mois après, que le dirigeant est convoqué par la gendarmerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, qu'il a oublié une partie de la documentation technique, etc. Et qu'il faut pouvoir avoir la mémoire de ce qu'on a fait, bien des mois, voire des années plus tard. Donc, il faut conserver les archives, documenter les décisions que l'on prend, avoir un processus écrit pour, le cas échéant, dans quelques années, pouvoir ressortir ce dossier et dire voilà les décisions que nous avons prises pour gérer la crise, et donc avoir des preuves que l'on va pouvoir garder pour l'avenir. Donc le temps judiciaire, c'est important, ça veut dire qu'il faut absolument documenter et conserver. Et puis deuxième point fondamental pour anticiper le risque pénal, c'est la préparation d'une équipe. Parce que si demain un dirigeant se retrouve convoqué par les services de police, c'est un exercice très particulier que je ne souhaite à personne, mais pour lequel il faut être accompagné et on y préparé. On n'arrive pas devant une audition des services de police les mains dans les poches en se disant j'ai l'habitude de parler en public, j'ai l'habitude de mener des réunions, donc ça va bien se passer. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il faut préparer, anticiper. Et nous, par exemple, nous avons une formule qui est assez innovante en France. On fait une sorte de mise en situation en conditions réelles avec le dirigeant. On lui pose des questions exactement comme les services de police vont lui poser, pour qu'ensuite, eh bien, ma foi, lorsqu'on arrive devant le vrai officier de police, il n'y a plus qu'à dérouler parce qu'on sait exactement comment ça va se passer. Ça permet d'anticiper et de gérer les risques pénaux. Merci François. J'ai une question malgré tout parce que tu dis de fait que le temps judiciaire est très long, donc que la première chose à faire
et effectivement de conserver les documents, etc. Et tu donnes l'exemple donc de cet accident du travail. J'ai une question malgré tout, puisque ces dernières décisions-là, elles se sont faites de façon extrêmement rapide. Est-ce que tu ne penses pas que pour faire des cas d'école ou etc., il pourrait y avoir des actions qui tout à coup, on pourrait voir tout à coup tel ou tel dirigeant se retrouver en difficulté, voilà, ou voir sa responsabilité pénale engagée là maintenant et pas dans 2 ans justement parce que c'est une crise atypique. Tout Comme est les possible, médias d'Amazon, de tout à coup fermer en 2 secondes ou etc. C'est ça. tout est possible, et évidemment, on peut pas, comment dire, on peut tout envisager. Ce qui est vrai, c'est que pour le cas de maisons de retraite et EHPAD, on a vu que le parquet a dit, ben là, on va ouvrir une enquête. Donc, dans un monde, comment dire, théorique, c'est possible que pour une entreprise particulière, une enquête soit ouverte assez rapidement. En revanche, ce que je sais du fonctionnement des tribunaux et de la police judiciaire en ce moment fait que la réalité du terrain, c'est que ces gens-là sont absolument débordés. Donc peut-être qu'il va y avoir un ou une entreprise qui va être prise pour faire un exemple, mais dans la grande majorité des cas, ça ne sera pas le cas parce que la police et la justice sont absolument débordées en ce moment, depuis le début de l'année, et donc ils ne pourront pas tout traiter immédiatement. D'accord. Merci beaucoup François. Donc, Alain, tu peux nous dire un petit peu, toi, la réalité terrain, comment ça se passe? Toi, comment tu vois ça, le risque sanitaire, le risque des personnels, comment ça se passe? Alain, tu es là? Oui, je suis là moi, je suis un peu sidéré par la différence de ce que les entreprises mettent en place entre une entreprise à l'autre. On avait la chance d'avoir un médecin du travail à notre dernière conférence qui nous a expliqué ce qu'il avait mis en place dans ce grand groupe du CAC 40 et qu'il était lui-même confronté à une problématique, c'était qu'il y avait des sites devaient être des sites qui avaient été rachetés et sur lesquels il n'y avait plus de médecin du travail puisque la société qui faisait cette prestation pour l'entreprise était simplement fermée. Et donc, on se rend compte que d'un côté, vous avez des entreprises qui ont mis le médecin du travail quasiment à la position du Chief Covid Officer, hein, c'est-à-dire quasiment en position de piloter la crise avec le président de l'entreprise. Et il y en a d'autres qui ont fait tout leur plan de déconfinement, etc., sans même avoir consulté la médecine du travail. Et je crois que là-dessus, François peut nous donner un exemple d'Amazon, je crois, qui s'est fait un peu piéger avec cette histoire de médecine du travail. Oui, alors effectivement, Amazon, comme je le disais, n'a pas anticipé et n'a fait que réagir. Et ils se sont, n'ayant pas, entre guillemets, associé en amont la médecine du travail avec les représentants du personnel, comme a pu le faire par exemple la Poste, ils se sont retrouvés destinataires de lettres de la médecine du travail, leur demandant tout simplement de fermer le site en disant mais les conditions sanitaires ne sont pas réunies et je vous demande de fermer le site. Donc ensuite, ils ont multiplié des efforts pour, entre guillemets, mettre en place des mesures sanitaires. Mais j'allais dire que le mal était fait parce que on sait bien sur le terrain que les relations avec la médecine du travail, c'est des relations de confiance. Hein. Je veux dire, on revient aussi sur ce que disait Jean-Louis. Et c'est entre guillemets des liens qui se tissent de façon quotidienne pour que sur la longue durée, on ait des vrais effets bénéfiques. Et ce n'est pas simplement quelqu'un avec qui on dialogue lorsqu'il vous envoie une lettre en vous disant il y a des risques sanitaires, ou à quelqu'un à qui on pourrait demander simplement attendez, est-ce que vous pouvez me valider mon plan sanitaire. J'allais dire, là, je pense que c'était une méconnaissance des liens, j'allais dire, quotidiens ou pérennes que l'on doit avoir avec la médecine du travail si on veut avoir un effet bénéfique.
Oui, en fait, tu veux dire qu'en fait, c'est plus au niveau de leur fonctionnement. La médecine du travail fonctionne en parallèle de l'organisation de la direction de la société, alors que quand elle est totalement intégrée, en fait, les choses peuvent s'aligner. C'est ça que tu veux dire. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Lorsqu'elle est intégrée, effectivement, son mode de fonctionnement est beaucoup plus facile. Ça, c'est évident. Mais toutes les entreprises enfin, généralement, les services internes visés sont pour entreprises de plus de 500 personnes, donc c'est pas toute l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. L'intégration conduit à un meilleur fonctionnement. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit un fonctionnement, même lorsqu'il n'y a pas de situation de crise, pour que le mode de fonctionnement soit un vrai mode de fonctionnement opérationnel, efficace, etc. Parce qu'on s'aperçoit que solliciter la médecine du travail uniquement en période de crise, ça ne peut pas fonctionner. Ils sont de toute façon débordés et ce sont de toute façon des actions qu'il faut mettre en place avec, j'allais dire, une confiance et une habitude de travailler en commun, ce qui ne s'improvise pas. Tout à fait. Alain, est-ce que justement tu peux nous parler, toi, de cette réalité terrain, puisque en tant que CCO, tu travailles main dans la main avec la médecine du travail, avec les directions générales, avec les opérationnels. Donc, d'une certaine façon, tu es un peu coordinateur, chef d'orchestre. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait là le CCO? Son terrain, son retour, c'est quoi? Alors, la difficulté, et je rebondis sur ce que disait François, c'est que la médecine du travail, très souvent, est dirigée par quelqu'un à la RH, hein, je ne dis même pas le DRH, et que c'est vu comme une fonction administrative, hein, pour signer les autorisations de reprise du travail et puis maintenant les réunions de prévention. Donc, beaucoup d'entreprises considèrent que c'est un impôt. Et le management, même pas, je ne vais pas dire le top management, mais le management considère que voilà, on paye et on ne fait rien. Ça interroge parce que aujourd'hui, dans la situation qu'on rencontre dans une entreprise, c'est que ça devient une fonction de la direction générale. Parce qu'à l'époque, avant, il y a 2 mois, le risque était quasi nul. Donc, c'était une fonction qui n'avait pas de raison d'être au niveau de la présidence. Or, aujourd'hui, cette fonction-là elle doit être au niveau de la présidence. Alors, je donne un exemple qui est un exemple qui est terrain et sur lequel je n'attends pas de réponse. Mais si dans une entreprise, vous avez des gens à risque, je parle bien des gens à risque, hein, ils sont connus, surpoids, diabète, c'est des gens qu'on connaît et qui sont à risque sur le Covid. Eh bien, certaines entreprises vont demander à leur médecin du travail de les mettre en arrêt de travail, ce qu'ils ne pouvaient pas faire il y a 3 mois. Hein. Ça, c'est une évolution de la loi. Aujourd'hui, le médecin du travail peut dire à la personne, vous êtes à risque, je vous fais un arrêt de travail, vous retournez chez vous. D'accord ? Dans une entreprise qui n'a jamais eu de relation avec la médecine du travail, ça ne se passera pas. Donc, on est dans une situation où dans l'entreprise A, une personne à risque, on va la mettre en arrêt de travail, et dans l'entreprise B, on ne la mettra pas en arrêt de travail. Voilà. Alors après, comme disait David, le temps pénal étant très lent, et dans les crises sanitaires, que je fais toujours référence à l'amiante, la crise de l'amiante, ça a duré pendant des années et des années. N'empêche que la famille de quelqu'un qui va décéder pourrait très bien, et la probabilité qu'il y ait un cas ou deux pourrait très bien attaquer le chef d'entreprise pour ne pas avoir pris soin des personnes à risque chez lui. Alors, c'est de la théorie, ça ne se passera peut-être jamais, mais la probabilité qu'il y ait 1 ou 2 cas, elle est non nulle. Donc ça, c'est un point très important. Et donc ça, c'est une responsabilité qu'on pourra reprocher au chef d'entreprise de ne pas avoir mis tous les moyens à sa disposition pour faire cette action de prévention. Donc toi, en fait, en tant que CCO, ce que tu fais, c'est que conjointement avec la direction ou la gouvernance, tu les encourages très fortement à travailler. Tu travailles ce lien avec la médecine du travail, avec les personnels, etc.
c'est toi, d'une certaine façon, qui coordonne ou qui développe ce tissu-là, c'est ça? Ben, je reprends la main sur un certain nombre de fonctions qui étaient traitées à un certain niveau de l'entreprise et qui, avec la crise, changent de niveau. Bon, on avait l'exemple, Par exemple? par exemple, la transformation digitale. La transformation digitale était gérée par un certain nombre de gens, avec les DSI, qui bloquaient considérablement le fait de mettre les gens en télétravail. C'était très compliqué. D'accord? Et on avait aussi, par exemple, les discussions avec les syndicats. Et il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient du télétravail et ils avaient négocié une journée par semaine en télétravail. Parce que la RH, parce que ci, parce que ça. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 mars? C'est le patron qui a dit tout le monde en télétravail et le DSI a dû s'exécuter. Alors, ce n'est pas forcément bien parce que les risques informatiques étaient là, mais c'est le patron qui a décidé. Et le patron, pour décider sur des sujets techniques comme ça, il a besoin de compétences qu'il n'a pas naturellement. Donc là, par exemple, la transformation digitale, c'est un bon exemple où il a court-circuité sa hiérarchie. Et bien là, dans la problématique sanitaire, moi, ce que je fais, c'est que je court-circuite la hiérarchie. Je vais directement convoquer le médecin du travail, je convoque et j'organise, sous forme de la cellule de crise, directement, s'il faut descendre au N-6, on descend au N-6. Oui, parce que tu as aussi une compétence sanitaire de toute façon. Alors, c'est là qu'effectivement, mettant des plans de santé, de prévention santé au travail avant la crise, accompagnant les entreprises pour ça, c'est vrai qu'il y a ça. Et le Chief Covid Officer doit être capable de raisonner transformation digitale, communication de crise et le point sanitaire. Alors, il y a l'aspect organisation du plan de prévention santé, et puis il y a l'aspect évaluation du risque santé. Pour moi, ce sont deux choses qui sont différentes. Le point numéro un, c'est le plus important pour le patron, c'est le risque sanitaire. Après, le plan de prévention santé, il pourra le décliner et s'en occuper moins. Mais de toute façon, il est obligé de le faire. Hein. Il faut savoir que dans toutes les entreprises, vous êtes censé avoir un document qui évalue les risques au travail. Donc, ce document, souvent, il existait. Bon, maintenant, il est obligé de le remettre à jour. Alors, les très grandes entreprises, je dirais, elles ont les moyens et elles ont les ressources pour faire ça. Là où c'est plus difficile, ce sont les ETI ou les ETI industriels qui n'ont pas forcément tout ça. Et là, il est fortement recommandé pour les ETI de se faire accompagner, comme le dit le document AFNOR, parce que ce sera de toute façon le patron qui va décider. C'est lui, in fine, qui prendra la responsabilité des actions qui sont menées par lui, même si la délégation de pouvoir est un moyen de se protéger, mais in fine, de toute façon, il est quand même dans la responsabilité. Et avec la médecine du travail, c'est pareil. Ce n'est pas le médecin du travail qui va être incriminé, c'est le patron. Et c'est là que le Chief Covid Officer joue tout son rôle, parce qu'il sait naviguer à vue. On a l'habitude, quand on fait des missions de management de transition, de naviguer à vue, que le futur n'est pas connu. Aujourd'hui, je n'entends plus cette absurdité que l'on entendait au début de la crise, qui était les projections à la fin de l'année. Aujourd'hui, faire des projections à la fin de l'année, ça n'avait pas de sens, ça n'a pas de sens. Le patron, il pilote à la semaine, voire au mois. Mais aller projeter son chiffre d'affaires sur la fin de l'année, c'est plus possible. Donc, tous les outils de pilotage qu'il avait doivent être vus par le prisme de la crise. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, peut-être qu'on pourrait passer aux questions-réponses parce que c'était un petit peu très intéressant. Et je vous remercie beaucoup à tous. J'aimerais vous faire parler plus longtemps, mais je vois qu'il y a plein de questions. Donc, je suis obligée de couper. Donc, Marie-Josée, est-ce que tu peux poser à nos invités quelques questions que tu as reçues? On ne t'entend pas.
Il n'y a pas de son, Marie-Josée. C'est bon, j'ai activé le micro. Vous m'entendez là? Voilà. Donc, j'ai une question concernant, donc quand on a parlé effectivement de la fonction de Chief COVID Officer au début dans l'intervention d'Alain qui présentait. Donc, la question est en fait, qu'est-ce qu'il en est du chargé de prévention, du directeur de la qualité pour prendre en main le sujet? Et il y a une autre question qui est corollaire, qui est un peu la même et que je cite. Donc, la fonction prévention au sens prévention des accidents du travail n'est-elle pas toute désignée pour assumer la partie technique de la protection contre les risques sanitaires internes à l'entreprise? Alors, je peux répondre sur la deuxième question et la réponse est sans ambiguïté oui, mais on parle bien de la partie technique. Or, le Chief COVID Officer accompagne le président dans la stratégie de sortie du déconfinement. Et oui, il ira chercher en interne les ressources techniques qui vont permettre de redémarrer dans les bonnes conditions. Et par exemple, on a un exemple d'une société qui faisait de la production et qui, ils ont été obligés de se restructurer, ils n'avaient pas le choix. Hein. Qu'est-ce qu'a fait le Chief COVID Officer? Il a été travailler avec le directeur de production et ils ont complètement changé, ils ont oublié ils ont changé le lean management, ils ont changé le processus de production. Mais je dirais, le président de l'entreprise doit garder sa posture. Il peut pas aller voir tous les gens et leur dire ce qu'il faut faire, parce que c'est à eux de dire au président ce qui doit être fait dans l'entreprise. Faut pas inverser les rôles, d'accord? Et c'est là que le Chief COVID Officer prend toute sa valeur, parce que lui, il est là pour ça, il est là pour accompagner et mettre en œuvre la stratégie du président. Et c'est difficile pour un président de faire les deux, voire quasiment impossible. Le point très clé, c'est que le président doit rester dans sa posture de président. Sinon, ça fait des dégâts assez importants en termes de management 6 mois, 1 an après. Et alors, l'autre partie de la question, c'était la qualité. La qualité, c'est effectivement une évaluation du risque et mise en place des actions nécessaires pour maintenir le niveau du produit pour un client et d'anticiper ces problèmes-là pour mettre en place des actions correctives qui peuvent se déclencher à tout moment et le directeur de la qualité peut arrêter la production comme ça s'est fait avec le Covid. Mais retenez bien, qui a arrêté la production avec le Covid? Ce n'est pas le directeur de la qualité, c'est le président. C'est le président qui a sur ordre du gouvernement. Donc oui, le directeur de la qualité a l'habitude de ces processus-là, et évidemment, on va travailler avec lui, mais ce n'est pas lui qui a pris la décision. Et donc, sa légitimité même vis-à-vis du personnel pourrait être diminuée, puisque c'est lui qui, normalement, doit stopper tout quand il y a des risques. Donc, voilà. Donc, le Chief COVID Officer se substitue à aucune fonction de l'entreprise. Elle s'ajoute, et de manière temporaire. Il n'y a pas de… On a vu la crise de la vache folle, de H1N1, la grippe, là, H1N1. Les gens avaient mis des cellules de crise et ils ont arrêté. Donc, le Chief COVID Officer, ce n'est pas une fonction que l'on voit sur du très long terme. C'est une fonction que l'on voit pour faire passer cette crise et mettre l'entreprise, accompagner l'entreprise pour la remettre en ordre de bataille. Ok, ben, il y avait une question justement là-dessus, à savoir si le Chief COVID Officer, c'était une marque, pourquoi? Est-ce qu'on pouvait le recruter en interne ou bien c'était que des managers de transition et c'était effectivement une fonction qui était juste liée à la crise Covid ou qui était plus pérenne? Alors, je réponds là-dessus. On a vécu des crises. Et dans certaines entreprises, vous avez effectivement des gens qui ont l'habitude, qui ont vécu cette crise H1N1. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des grandes sociétés qui avaient déjà des masques
et qu'il y en avait beaucoup, puisqu'il y en a certaines qui ont été réquisitionnées. Vous avez une société, Veolia pour ne pas la citer, qui a décidé très vite, mais très très vite, de tester tout son personnel. D'accord ? Ça, c'est pas fait comme ça. C'est qu'ils avaient en interne les compétences pour ça. Donc oui, le Chief Covid Officer peut être recruté, mais à condition qu'il ait les compétences de crise. Et c'est vrai qu'il y a des sociétés qui l'ont vécu plus que d'autres. Mais aussi, il faut qu'il ait ces compétences de crise en intégrant le domaine sanitaire. Et ça, bon, si l'entreprise a une bonne relation avec son médecin du travail, comme ça a été présenté à la dernière réunion, oui, on peut le recruter en interne. La preuve, je crois qu'Hervé Bodelock joue toutes les fonctions du Chief Covid Officer et il est médecin du travail. Ok, merci Alain. J'ai une question pour nos avocats. Est-ce que le Chief Covid Officer a une responsabilité pénale ou civile? Non. Bah, c'est peut-être par rapport à la délégation de pouvoir, en fait. Enfin, je ne sais pas. François? David? Non, il peut pas, il pourra pas. Est-ce qu'ils nous entendent là? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas Oui. entendu. Allô? Oui, vous entendez? Donc la question était, est-ce que le Chief Covid Officer a une responsabilité pénale ou civile? Ça va dépendre en fait de l'étendue de ses fonctions, c'est-à-dire que la responsabilité pénale, pour qu'elle soit engagée, il faut que la personne qui est en charge de la fonction ne respecte pas de façon caractérisée, délibérée, une obligation de sécurité. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en charge de l'application de ces mesures de sécurité. Si on est sur un rôle, j'allais dire, plus en amont de stratégie et de coordination avec un responsable sécurité qui, lui, va mettre en place concrètement les mesures de sécurité, le Chief Covid Officer ne verra pas sa responsabilité pénale engagée s'il y a des manquements. En revanche, si on lui affecte un rôle complètement opérationnel avec, j'allais dire, la mise en place de ces mesures, et il a lui-même, j'allais dire, une part d'initiative, une part de mise en œuvre, à ce moment-là, si, et encore si, hein, il commet des manquements qui sont caractérisés, il pourrait voir sa responsabilité pénale engagée. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de conditions avant que celle-ci ne puisse être engagée. Ok. Je pense aussi que c'est pour vous. Avez-vous des situations dans lesquelles le conseil d'administration, le board, a joué un rôle positif ou négatif dans les réponses à cette crise sanitaire? Oui, bon. Vous allez nous parler de la Poste, mais est-ce qu'il y en a d'autres comme la Poste qui ont su tellement anticiper comme ça? Tellement anticiper ou réagir tellement positivement? Qui serait exemplaire à votre connaissance? Alors, oui, je dirais qu'on l'a vu, mais alors sur des entreprises qui, par leur fonction même ou leur activité même, ont l'habitude de gérer le risque. Et j'allais dire un peu par opposition, il y a des sociétés, notamment dans les services, dans l'informatique, qui par leur activité, n'ont pas eu tout l'habitude de gérer des risques sanitaires et qui, là, s'y sont retrouvés confrontés, alors que normalement, ce n'est jamais le cas. Et alors, il y a des sociétés qui ont l'habitude du risque parce que ça fait partie un peu de leur ADN. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur soit des activités dites dangereuses, engagées, etc. Et en fait, comme par hasard, elles ont pu anticiper et mettre en place des actions qui se sont révélées bénéfiques, fructueuses, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de culture d'entreprise à ce niveau-là et que la technique, elle découle de la culture d'entreprise et d'anticipation qui a pu être mise en œuvre. Donc, oui, effectivement, mais comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas forcément.
Ok, et j'ai une question pour Jean-Louis Galano concernant l'étude XMP, en fait, en termes comment dirais-je, de perspective. Est-ce que on peut en déduire que les entreprises vont avoir affaire à justement un peu, on va avoir besoin d'un bras droit, d'un partenaire pour les aider dans leur reprise d'activité? Ah, nous en sommes persuadés. Nous en sommes persuadés. D'ailleurs, il y a chez XMP Consult de nombreux groupes de consultants qui travaillent justement sur comment accompagner les entreprises lors de la reprise d'activité, que ce soit dans le court, dans le moyen ou le long terme. Donc oui, bien entendu, parce que ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises se sont structurées pour gérer des processus standardisés. Là, on est dans une transition, enfin, on est dans une crise, c'est-à-dire dans une transition non désirée, non voulue. Et donc, c'est là que des ressources externes ponctuelles, que ce soit des consultants ou des managers de transition, peuvent aider, bien entendu. D'accord. Et toujours dans cette ligne, qu'est-ce qui est le plus important justement? C'est d'avoir des ressources externes ou bien d'avoir une offre de formation pour aider les entreprises à faire face à la crise de manière plus ou moins autonome? Là, ça va vraiment dépendre de la problématique traitée, parce qu'une offre de formation, quand on est en situation de crise, aurait quand même des effets relativement, comment dire, aurait pour but d'avoir des effets relativement brefs. C'est pas habituellement quand même ce qu'on cherche dans les formations. On cherche plutôt à agir sur quand même un peu plus long terme. Donc je crois vraiment que les entreprises ont intérêt dans cette situation à avoir recours à des ressources qui ne vont pas nécessairement rester dans l'entreprise, parce qu'on peut quand même espérer que ce genre de situation ne va pas se répéter. Si effectivement ces situations se répétaient, la réponse serait bien différente. Ok, voilà, c'est tout pour moi au niveau des questions. Oui. J'ai vu quelqu'un qui parlait de la discrimination entre employés. Je voudrais répondre là-dessus. Qui disait pas de discriminer, parce que je pense que mes propos… Quelle est la question, à vrai dire? Je ne l'ai pas vu passer. Ah oui, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Oui, effectivement. Peut-on discriminer des employés par rapport à la fragilité présumée face à la maladie? Ouais. Justement, on en a un petit peu parlé lorsqu'on préparait cette conférence. Donc, je pense que David et ou François pourraient nous éclairer là-dessus, puisque c'était un point qu'on avait soulevé dans la préparation. Quelle est la question précisément? Parce que Discriminer des employés par rapport à leur fragilité présumée face à la maladie pour raison médicale ou sociale. Par exemple, vie en couple avec un soignant, peut-on forcer certains à rester télétravailler quand d'autres peuvent revenir au bureau? Alors, je peux répondre terrain. François, tu veux répondre théorie? Non, mais à la limite, vas-y, puis moi je complète l'aspect juridique. Sur le terrain, il faut savoir que on est dans le même modèle que les données de santé, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit totalement volontaire, hein, et que ça respecte le secret. D'accord? Je peux vous donner deux exemples. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit on va tester la température des personnes qui vont venir travailler. Il semblerait que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'une fois que l'agent qui mesure la température dit que la personne a de la température, je pense qu'on n'a pas le droit de lui demander de rentrer chez lui. C'est un problème qui est, pour moi, est open. Par contre, l'histoire des tests, si les tests sont faits par quelqu'un, une infirmière du travail par exemple, que c'est complètement anonyme, c'est-à-dire que le résultat, c'est sur la base de volontariat
et c'est complètement anonyme, là, il n'y a pas de discrimination, puisque c'est la responsabilité de la personne de dire à son employeur, le test a été négatif ou positif. Donc, le test fait comme ça ne pose pas de problème de discrimination, parce que c'est la personne qui décide ou non de donner le résultat de son test et qui décide ou non de se faire tester. Donc, c'est l'exemple Veolia, mais par exemple, vous avez Saint-Gobain qui vient de lancer le test sur la totalité de son personnel, c'est-à-dire 160 000 personnes, puisque eux, ils ont une problématique mondiale et que les problèmes français sont petits par rapport à la problématique mondiale. Donc, la recommandation du gouvernement qui est de dire de ne pas faire de test, eh bien, le patron d'entreprise a pris la décision de le faire. Et comme il n'avait pas le droit de discriminer son personnel, eh bien, il le fait partout, même en France. Voilà, François, je te laisse répondre sur l'aspect plus juridique des choses. Oui, alors juste pour dire que… Des entreprises qui font de toute façon des listings comme ça, on le sait très très bien. Donc, ou qui par mesure de précaution font une forme de discrimination, on le sait. Donc, comment ça se passe, François ou David? Sur ce point, il faut quand même être vigilant parce que parfois, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parfois, dans les mesures que l'on veut prendre par précaution, il peut y avoir plus de risques que prévu. Et il faut quand même se souvenir que l'employeur ne peut pas avoir de fichier de ses salariés dans lequel on a un recoupement entre l'état de santé et le nom du salarié. Il ne peut pas conserver ce type de données. Donc, si il y a des mesures sanitaires extrêmement ponctuelles qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du Covid sur la base de salariés qui manifestent le fait qu'ils aient des symptômes et que donc en ce moment-là on leur demande de rester chez eux, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, ensuite de généralisation ou de politique sanitaire sur le long terme qui permettent à un employeur de conserver à la fois les noms et les états de santé des salariés. Là-dessus, il y a des règles de secret, de confidentialité qui sont très importantes et reconnues depuis de nombreuses années. D'accord. Mais là, en fait, enfin, tu parles d'une donnée personnelle, en fait, qui aura attrait à la santé de la personne. En l'occurrence, la question portait sur les personnels soignants. C'est vrai que c'est une forme de discrimination, comme on peut se dire, elle est grosse, c'est mieux qu'elle reste à la maison parce qu'elle risque d'attraper le Covid. C'est tout aussi bête. Donc, est-ce que, voilà, une entreprise qui, par mesure, entre guillemets, de précaution, dirait, je préfère que tu télétravailles parce que ton mari est médecin, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a le droit d'aller sur ce chemin-là ou est-ce que, justement, l'employé peut, au mieux s'y opposer et au pire attaquer? Alors, ce qu'il faut savoir que sur ce point, le gouvernement a publié une liste des affections qui conduisent à des fragilités. Les gens qui ont déjà des fragilités pulmonaires, respiratoires, etc. Et en fait, il y a eu, dans le cadre des ordonnances, une liste qui a été faite qui concerne à peu près une trentaine de pathologies qui sont reconnues comme des pathologies à risque. Et donc, les personnes sont entre guillemets, dites fragiles et peuvent, à ce moment-là, via leur médecin ou le médecin du travail, être mises en arrêt de travail de façon préventive pour ne pas être exposées aux conditions qui seraient particulièrement néfastes pour eux du Covid. Donc, ce sont ces mêmes populations qui pourront du coup bénéficier du chômage, des mesures de chômage partiel, etc. Mais pour les autres populations, on va dire, qui ne sont pas dans les listings, mais pour être encore plus précautionneux que précautionneux, en gros, l'entreprise qui veut anticiper quelque chose qui n'est tout simplement pas anticipable, en fait. Il veut être plus blanc que blanc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, à mon sens, il ne peut pas prendre de mesures coercitives à l'encontre de salariés qui ne seraient pas dans le cadre de la liste déjà des pathologies définies par le gouvernement. Parce que il faut bien voir que s'il prend une mesure, s'il le fait sur une liste de pathologies qui a déjà été publiée,
il le fait dans un cadre précis qui est objectif. S'il le fait en disant, bah, écoutez, moi je considère que certaines situations de surpoids ou d'autres pathologies sont à risque et moi je considère que ces gens-là, je leur impose de rester chez eux, il n'intervient plus dans un cadre. Il n'intervient plus dans un cadre précis, dans un cadre légal, mais il intervient, j'allais dire, simplement sur son arbitraire. Et je ne vois pas en quoi sa décision serait alors juridiquement fondée, quoi. Et je pense que le salarié pourrait, à ce moment-là, contester cette décision. Je pense qu'en pratique, il y a assez peu de chances que ça se produise parce que il faudrait que, vous voyez, que le salarié souhaite vraiment revenir sur son lieu de travail et que l'employeur lui interdise et que le salarié proteste, etc. Je pense que comme tout ça est assez temporaire et qu'il y avoir finalement un déconfinement, ça a peu de chances de se produire. Mais je pense que l'employeur ne peut pas, sur des critères comme ça qu'il aurait lui-même définis, hors d'un cadre légal, interdire à des gens de se rendre sur le travail. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup François. Donc c'est clair. Donc j'espère que la personne qui a posé cette question a trouvé sa réponse. Donc, bah, je vous remercie tous. Je pense qu'il est l'heure de conclure. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot pour finir? Et sinon, bah, moi, je vous remercie. Alors, je peux juste dire le travail sur lequel on va peut-être travailler dans le cadre de HEC indépendant, c'est qu'on envisage de faire une conférence au mois d'octobre sur justement l'évolution de la médecine du travail, puisque le Parlement, enfin des parlementaires s'étaient saisis de ce sujet-là et que on essaye de monter une conférence. Alors j'espère hors confinement, hein, parce que qu'on puisse revenir à la vie passée sur toutes ces problématiques de médecine du travail qui évoluent considérablement et sur lesquelles bah, il y a un certain nombre de députés qui veulent légiférer. On se posera des questions là-dessus. Voilà. Et merci Hélène pour ton animation. Je vous en prie, moi je vous remercie infiniment tous. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Donc il y a quelques habitués, bon il y a deux nouveaux, mais j'espère qu'on les retrouvera assez vite. Voilà, merci. J'espère surtout que le public, que les participants ont trouvé des réponses à leurs questions et voilà, pourront partir avec quelques données intéressantes. En tout cas, si vous avez des questions, sachez que voilà, vous pouvez contacter via le site Alain Tassi, notamment, et que les coordonnées de, bien sûr, Jean-Louis, David Père et François Alambray sont totalement à votre disposition puisque chacun est un grand spécialiste dans son domaine et dans ce domaine en particulier ou par rapport à cette problématique en particulier de risques sanitaires et personnels. Comme on est en plein dedans, n'hésitez pas, ils se feront un plaisir de vous donner davantage d'informations. Et moi, je vous remercie pour tout. C'était un plaisir.